Bonjour à tous, merci pour votre présence et merci Lionel pour ton invitation dans le cadre de cette journée qui est consacrée au Palais Longchamp. Je me présente, je m'appelle Guillaume Bagreau, je suis diplômé de l'Université de la Sorbonne en histoire de l'architecture et j'ai consacré mon travail de recherche à Henri Espérandieu, qui est donc l'architecte qui a construit le Palais Longchamp dans les années 1860, mais qui a aussi construit à Marseille la basilique Notre-Dame de la Garde, et puis le Palais Carly, qu'on connaît également sous le nom de Palais des Arts, qui est l'ancienne école des beaux-arts bibliothèque de Marseille. Je partirai d'un constat sur ce Palais Longchamp, c'est son caractère fascinant, son caractère étrange. Pourquoi ? Parce que c'est un édifice multifonction et qui fait converger des fonctions qui, au premier abord, sont assez opposées. Le Palais Longchamp, c'est en même temps un château d'eau, c'est le château d'eau qui aboutit sur le canal de Marseille, et c'est en même temps un double musée. Muséum d'histoire naturelle dans une aile et musée des beaux-arts dans l'autre aile. Donc c'est un château d'eau musée, ce qui est un cas unique dans l'histoire de l'architecture française. Château d'eau musée, donc un mélange assez surprenant de fonctions au premier abord qui ont assez peu de points communs. Mais également un édifice qui a plusieurs styles architecturaux, puisque dans les ailes, on va retrouver des allusions au classicisme français des XVIIe et XVIIIe siècles, revisité bien sûr par tout le système beaux-arts du XIXe siècle, avec une ligne assez droite, une esthétique assez sobre, qui va rentrer en tension avec la partie centrale de l'édifice, qui est pour sa part beaucoup plus baroque, avec une architecture d'eau, une architecture de jardin, une architecture avec une statuaire très riche, donc un univers baroque, mais également un univers antique, avec cette colonnade semi-circulaire ouverte qui rallie les ailes au château d'eau, et qui, elle, est plutôt du registre du modèle du temple, qui encadre cette statue qui est une statue de la Durance et qui est véritablement le cœur de l'édifice. Donc un édifice multifonction, musée château d'eau, et un édifice multistyle, donc un édifice étrange. Et ce mélange des styles et ce mélange des fonctions, c'est le propre d'une certaine architecture qu'on appelle l'éclectisme, qui est en fait le courant architectural dominant du Second Empire, et dont je vous ai mis ici quelques exemples. Alors peut-être le plus connu d'entre tous, c'est-à-dire l'Opéra Garnier, l'Opéra de Paris. En dessous, vous pouvez voir l'église Saint-Augustin de Paris également. Et pour prendre un exemple plus local, eh bien, la cathédrale Sainte-Marie-Majeure, donc notre cathédrale de Marseille. Donc des édifices qui mélangent différentes références à plusieurs époques. C'est quand même assez surprenant et on peut se demander quelle est la cohérence de ces édifices avec tous ces styles qui sont sollicités. Est-ce qu'il existe une unité dans les édifices de l'architecture éclectique ? Et quelle est-elle ? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre en abordant évidemment la question du Palais Longchamp. Alors pour le comprendre, il faudrait dans un premier temps remonter au courant architectural qui précède immédiatement l'éclectisme et qui continue à courir tout au long du XIXe siècle. C'est ce qu'on appelle l'historicisme. L'historicisme, c'est un courant architectural qui consiste à rebâtir des édifices modernes dans un style du passé. C'est tous les styles néo, le style néo-gothique, néo-roman, néo-byzantin, néo-grec, tous les néos. C'est un mouvement qui apparaît au début du XIXe siècle et qui court jusqu'au début du XXe siècle. J'ai mis ici quelques exemples qui sont liés à Marseille. Vous avez sur cette slide l'église des Réformés de la Canebière, l'église Saint-Vincent-de-Paul, donc qui est de style néo-gothique, c'est-à-dire que le modèle de cette église, c'est la cathédrale gothique du XIIIe siècle. On essaie de reproduire la cathédrale gothique du XIIIe siècle dans une église comme celle des Réformés. Vous avez à côté l'hôtel de préfecture des Bouches-du-Rhône, bien connu à Marseille, qui est certainement un des plus beaux de France, qui pour sa part est de style néo-renaissance, lui aussi construit sous le Second Empire. Il est signé Auguste Martin, et du même Auguste Martin, vous avez sous la préfecture le palais de justice de Marseille, lui aussi construit dans les années 1850-1860. Et c'est quand même assez étrange et assez fascinant cette idée de reconstruire au XIXe siècle des édifices dans le style du passé. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, pour le comprendre, il faut encore revenir à peu près un siècle en arrière, en 1748, c'est-à-dire le moment où l'on découvre Pompéi. En 1748, ce sont les premières campagnes de fouilles à Pompéi. Et ces campagnes de fouilles génèrent une fascination pour l'Antiquité, une fascination pour cette période antique que l'on redécouvre. Et c'est à partir des années 1740 donc, que naît l'archéologie en tant que science. Partout en Europe, on redécouvre l'archéologie, et en France également,
en particulier dans le sud de la France. Vous pouvez voir ici 2 tableaux qui sont signés par Hubert Robert, donc de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Vous avez ici la maison carrée de Nîmes, qui est un des temples antiques les mieux conservés du monde. Vous avez également le pont du Gard. Et pour continuer sur le cas de Nîmes, eh bien vous avez ici une représentation des arènes de Nîmes à la fin du XVIIIe siècle, parce que ces arènes de Nîmes, au fil de l'histoire, elles avaient été encombrées de maisons, on avait construit des maisons à l'intérieur, et sous le règne de Louis XVI, eh bien, on juge qu'il faudrait restituer ces arènes à leur état d'origine, et donc on fait démolir les maisons, projet qui sera interrompu par la Révolution et qui sera remis en pratique sous l'Empire. Et peu à peu, le mouvement d'intérêt pour cette architecture antique s'étend à toutes les architectures du passé. On ne s'intéresse plus seulement aux édifices antiques, on va commencer à s'intéresser à tout ce qui s'est construit à travers l'histoire. Et c'est dans les années 1830 que va naître la notion de monument historique, et donc de patrimoine au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est Prosper Mérimée, que vous voyez ici sur cette image, qui crée une commission en 1830, une commission des monuments historiques. Et le but de cette commission, sa mission, c'est donc d'identifier et de préserver les édifices du passé qui sont jugés dignes d'intérêt. Et Mérimée s'appuiera sur des architectes restaurateurs, et le plus célèbre d'entre eux, probablement Eugène Viollet-le-Duc, qui est ici représenté sur cette photographie quand il est jeune, et qui se feront connaître, ces architectes restaurateurs, pour la remise en état de tous les édifices du passé que compte la France au XIXe siècle. Et il y avait beaucoup à faire. Il y avait beaucoup à faire à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que entre la découverte de Pompéi et 1830, il y a eu la Révolution. Et la Révolution, eh bien, c'est l'événement le plus funeste que toute l'histoire de France ait connu quant à la question des destructions d'édifices historiques. Pendant la Révolution et pendant les décennies qui suivent, il y a plusieurs milliers d'églises, de châteaux, d'abbayes, d'importance architecturale majeure qui sont soit profondément mutilées, soit totalement détruites. J'ai mis ici quelques exemples. Il y a le vandalisme révolutionnaire immédiat dès 89 et 1792. Par exemple, le château de la Tour d'Aigues dans la région de Marseille, incendie en 1789. Vous avez la mise à sac des églises en 1792. Et puis plus funeste encore, certainement, les actions de ce qu'on a appelé la bande noire. C'est-à-dire que dans le contexte de la vente des biens du clergé et de la saisie des biens de l'aristocratie, vous avez une société de spéculateurs qui rachètent les abbayes, qui rachètent les châteaux à des prix très bas et qui les démontent et qui les revendent au prix de la pierre. Et c'est comme ça qu'on a perdu certains de nos plus beaux édifices français. J'ai mis ici l'abbaye de Cluny, qui est certainement la perte la plus terrible que la France ait subie, donc en Bourgogne. Un des plus grands édifices de l'histoire de la chrétienté, donc qui est totalement démonté suite à sa vente en 1809. Et à côté, vous voyez le château de Richelieu, en Indre-et-Loire, qui est aussi un château magnifique qui a été presque totalement détruit par la bande noire dans les années 1810. Et au-dessus, vous avez l'abbaye d'Ourscan, en Picardie, qui a été vendue aussi à un nouveau propriétaire dans le contexte de la vente des biens du clergé, qui a trouvé pittoresque de transformer cette abbaye en ruine, parce qu'il préférait avoir une ruine dans son jardin. Voilà. Et il y a un travail considérable à réaliser. Beaucoup d'architectes de l'époque, beaucoup d'hommes d'influence, d'hommes politiques ont été témoins des destructions révolutionnaires et ils ont conscience de la valeur de ces édifices et ils souhaitent maintenir debout ce qui peut encore l'être. Comme l'écrivait Chateaubriand dans ses Mémoires d'outre-tombe, suite à la Révolution, la France est un champ de ruines et il y a énormément d'édifices à reconstruire. C'est comme ça que Eugène Viollet-le-Duc va se faire connaître. Il est très jeune, encore à l'époque. La basilique de Vézelay est au bord de l'effondrement. C'est un édifice roman d'importance majeure. Il est au bord de l'effondrement. Tous les autres architectes disent que l'édifice est impossible à sauver. Il n'y a que Viollet-le-Duc pour accepter de prendre le chantier et pour sauver cette basilique qu'on peut encore observer aujourd'hui. Donc on est en 1840. Ensuite viendront les remparts de Carcassonne, la cité médiévale de Carcassonne, la cathédrale Notre-Dame de Paris qui avait failli être détruite pendant la Révolution aussi. Elle avait vraiment failli être détruite, elle y avait échappé en dernière minute, contrairement à beaucoup d'autres églises importantes de Paris. Et puis vous avez le très spectaculaire château de Pierrefonds, qui est peut-être, en tout cas à mon sens, la restauration la plus spectaculaire du milieu du XIXe siècle. Donc Pierrefonds qui se trouve dans l'Oise, en Picardie, à côté de Compiègne, et que Viollet-le-Duc a entièrement restauré sous le Second Empire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce château de Pierrefonds, ça n'est pas vraiment une forteresse du Moyen-Âge, telle qu'on la visite aujourd'hui. C'est ce que le XIXe siècle imagine d'une forteresse du Moyen-Âge.
Et ça en dit long en fait sur la notion de restauration telle qu'on l'entend au milieu du 19e siècle. Nous aujourd'hui, quand on pense restauration de monuments historiques, on pense véritablement respect d'une certaine histoire, remise en état d'un bâtiment dans l'état dans lequel il était à telle ou telle période. C'est pas tout à fait comme ça qu'on pense au 19e siècle. Les architectes restaurateurs sont plus dans une logique de réinvention de l'édifice. On le recrée, on le réimagine et on n'hésite pas à détruire certaines parties pour gagner une certaine unité stylistique. Et c'est quelque chose qui se fait dans la création de l'idée de nation. Le nationalisme est un courant qui apparaît aussi dans les suites de la Révolution française et puis dans le contexte des guerres du Premier Empire. Et au XIXe siècle, on essaye d'écrire le roman national, de se réapproprier l'histoire. Et le visage de l'histoire de France qu'on se réapproprie pour écrire ce roman national, c'est l'architecture, c'est le patrimoine. Restaurer les édifices du passé, c'est se réapproprier l'histoire de France. On ne s'arrête pas aux restaurations d'édifices, on apprend beaucoup sur les styles du passé, donc on construit des édifices modernes dans les styles du passé. Et j'en reviens aux exemples marseillais que je présentais tout à l'heure, pour vous montrer que le style architectural vise à représenter ce qui se joue à l'intérieur de l'édifice. On essaye de faire correspondre l'esthétique historiciste de l'édifice avec sa fonction. Exemple, le palais de justice de Marseille, dont on parlait tout à l'heure, il est de style néoclassique, il est construit dans les années 1850-1860, et vous constaterez que presque tous les palais de justice français, qui sont construits au XIXe siècle, sont construits sur ce modèle. Ils sont de style néoclassique. Pourquoi ? Eh bien parce que le classicisme, c'est l'équilibre, c'est la ligne droite, c'est l'harmonie, c'est l'idée que l'on se fait de la justice qui est rendue à l'intérieur de ces édifices. Si vous regardez la plupart des édifices d'État qui sont construits au XIXe siècle, comme par exemple les mairies, les hôtels de préfecture, ils sont bien souvent de style néo-renaissance. Pourquoi ? Parce que la Renaissance, c'est l'époque de l'humanisme, donc de l'ouverture d'esprit, et c'est une image que le pouvoir politique en place souhaite donner de lui-même. De la même manière que les musées, qui sont construits au XIXe siècle, à partir du modèle du Louvre, sont généralement aussi de style néo-renaissance, parce que le premier Louvre, c'est celui de Pierre Lescot, c'est le Louvre Renaissance, et on construit les musées sur ce modèle absolu qui est le Louvre Renaissance. Enfin, un dernier, l'église des Réformés de la Canebière, je mets en parallèle avec la basilique Sainte-Clotilde de Paris, c'est le style néo-gothique. La période néo-gothique renvoie au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est la grande période de ferveur religieuse. C'est la raison pour laquelle on construit bien souvent les églises en style néo-gothique. Donc, une correspondance entre l'extérieur et l'intérieur de l'édifice. Une tentative pour faire correspondre le style avec ce qui se joue à l'intérieur de l'édifice, avec sa fonction. Néanmoins, dès les années 1850-1860, on assiste quand même à une certaine forme d'essoufflement de l'historicisme, parce que, ma foi, une fois qu'on a reproduit pour la xème fois le modèle de la cathédrale gothique, en la modernisant avec les matériaux du 19e siècle et puis une certaine esthétique, on en a quand même un peu fait le tour, si bien qu'un nouveau courant apparaît, qui est l'éclectisme, et qui consiste à mélanger tous les styles au sein des édifices. Vous connaissez peut-être cette anecdote qui est sans doute fantasmée, mais qui est tout de même édifiante. C'est en 1861, c'est Charles Garnier qui vient d'être retenu pour construire le nouvel Opéra de Paris. Alors il arrive au Palais des Tuileries avec ses plans sous le bras, avec ses aquarelles, et puis il est reçu par Napoléon III. Et il présente son travail, et l'impératrice Eugénie est là. Elle regarde les plans et les aquarelles, elle dit « Mais enfin monsieur, mais qu'est-ce que c'est que ce style ? Ça n'est pas un style, ça n'est pas du grec, ça n'est pas du Louis XVI, ça n'est même pas du Louis XV, qu'est-ce que c'est ?» Et Charles Garnier de répondre « Madame, ces styles ont fait leur temps, c'est du Napoléon III, et vous vous plaignez. » Donc il y a ici une nouveauté, il y a un nouveau style qui apparaît, qui n'est plus une simple copie du passé, mais qui est un style à part entière, l'éclectisme. L'objet de mon travail universitaire consiste entre autres à montrer que s'il y a correspondance entre l'esthétique d'un bâtiment dans l'historicisme et qui se joue à l'intérieur de l'édifice, il en va de même avec l'éclectisme. C'est-à-dire que ces édifices combinent les styles pour créer un faisceau de convergence symbolique qui fait passer un message, une idée. Si on mélange les styles, ça n'est pas de manière innocente, ça n'est pas pour rien, c'est pour faire passer un message. Et je vais essayer de vous l'expliquer à travers deux exemples. Le premier, c'est celle de notre cathédrale, Sainte-Marie-Majeure, cathédrale qui est construite par un architecte parisien qui s'appelle Léon Vaudoyer. La Majeure, c'est le premier grand édifice d'architecture éclectique qu'on construit en France, qui mélange différents styles, en 1852, dès 1852.
Alors la Major va faire référence d'abord à la Renaissance italienne. Il y a un modèle qui est largement employé, c'est Santa Maria del Fiore, la cathédrale de Florence. Mais il y a également deux autres références importantes qui sont les suivantes. La référence à l'architecture romane, qu'on va trouver de manière récurrente dans l'emploi de l'arc plein cintre, qu'on voit en façade, mais également à l'intérieur de l'édifice. Et le style roman, eh bien, c'est le style local de la Provence. On peut dire que c'est le style vernaculaire. La Provence est très largement marquée par l'art roman, beaucoup plus que par l'art gothique. La plupart des églises du Moyen-Âge qui ont été construites en Provence sont des églises de style roman. On en a bien conscience, donc on emploie le style roman, style local. Mais on l'associe avec une référence au style byzantin, qu'on va retrouver notamment dans l'usage des coupoles, des dômes, et puis des mosaïques qu'on retrouve abondamment dans la Major. Il y a toute une redécouverte de l'art de la mosaïque avec Vaudoyer et Sainte-Marie-Majeure. Et pourquoi fait-on ça? Pourquoi fait-on ce mélange romano-byzantin? Eh bien, c'est pour des raisons politiques. C'est qu'à partir des années 1830, Marseille avait commencé son expansion économique, et qu'à l'époque, il y a un courant intellectuel très important qui s'appelle le saint-simonisme, courant qui a beaucoup d'audience auprès du monde politique, et qui a donné un rôle à Marseille. Les penseurs du saint-simonisme ont dit Marseille, ça sera la porte de l'Orient. Marseille, ce sera l'espace pivot, le grand port industriel qui va ouvrir la France sur de nouveaux espaces économiques. Vous savez qu'en 1830, il y a déjà le début de la conquête de l'Algérie, puis ensuite il y aura toute la politique de Napoléon III d'ouverture sur le bassin méditerranéen, puis ensuite l'aventure coloniale. Eh bien Marseille, dans cette logique, ça sera cet espace pivot qui ouvrira la France sur l'ailleurs. Et l'ailleurs, quand on le fantasme dans l'héritage du romantisme, c'est l'Orient. C'est donc la raison pour laquelle on nous fait passer un message architectural dans Sainte-Marie-Majeure qui va dire « Nous, à Marseille, nous sommes une vieille ville française, une vieille ville de Provence, nous employons le style roman, mais en même temps, nous aspirons à être la nouvelle Byzance, première puissance sur la Méditerranée, d'où le style romano-byzantin. » Et il ne vous aura peut-être pas échappé que Sainte-Marie-Majeure n'est pas orientée conformément à l'usage habituel des églises, c'est-à-dire une orientation est-ouest, mais qu'elle est orientée nord-sud. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit visible depuis l'arrivée au port industriel, au port de la Joliette. Donc la Major, c'est une façade pour cette nouvelle Marseille, et quelque part, elle rend presque autant gloire à Dieu qu'au succès économique de la ville. Il ne vous aura peut-être pas non plus échappé que Sainte-Marie-Majeure est très proche dans son style de la basilique Notre-Dame de la Garde. Pour quelle raison? Eh bien parce que la basilique Notre-Dame de la Garde est construite par Henri Espérandieu, qui est donc également l'architecte du Palais Longchamp un petit peu plus tard, et qu'Henri Espérandieu est l'élève et le collaborateur de Léon Vaudoyer, architecte en chef de Sainte-Marie-Majeure. Espérandieu arrive à Marseille pour travailler sur le chantier de Sainte-Marie-Majeure. C'est-à-dire qu'initialement, Espérandieu a étudié à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il a fallu qu'il prépare son concours. À l'époque, on le préparait dans un atelier d'architecte et il l'a préparé dans l'atelier de Léon Vaudoyer. Et quand Léon Vaudoyer obtient le chantier de la Major, eh bien, lui qui est un architecte parisien, lui qui vit et qui travaille dans la capitale, il lui faut un représentant, un homme de confiance pour s'assurer que les travaux sont bien conduits à Marseille. Et c'est comme ça que le tout jeune Espérandieu de 23 ans arrive en 1852 à Marseille. Et en échange de ses bons et loyaux services, eh bien, Vaudoyer va lui ouvrir sur son réseau ce nouveau chantier qui est le chantier de la basilique Notre-Dame de la Garde dès 1853. Donc en fait, la basilique Notre-Dame de la Garde est construite par Espérandieu sous l'influence et sous la protection de son maître, Léon Vaudoyer. Mais ce sont bien deux édifices qui sont frères, qui sont construits par la même famille d'architectes et dans le même style. Donc, vous voyez là où je veux en venir, c'est que même s'il y a multiplicité des styles, il y a bien une idée que le bâtiment cherche à faire passer. Cette idée, c'est Marseille, porte de l'Orient. Je vais traiter d'un deuxième exemple, c'est celui de l'Opéra Garnier, l'Opéra de Paris, dont on parlait tout à l'heure, l'édifice le plus connu probablement du Second Empire. Dans l'Opéra Garnier, Charles Garnier va multiplier les références architecturales. Il va d'abord employer des références à l'architecture classique française, 17e, 18e siècle. On voit qu'il y a tout l'appareil de l'architecture classique dans la façade de l'Opéra Garnier, avec les colonnes, les frontons, les pilastres, qu'on retrouve un petit peu partout. Il se trouve que Charles Garnier s'est largement inspiré de la colonnade du Louvre, qui est signée Perrault dans les années 1660. Mais il ne s'arrête pas là, puisqu'il y a également des références au front de scène de la Renaissance italienne. Vous avez ici une représentation du Théâtre Olympique de Vicence qui est signé Palladio Escamozzi, donc c'est la Renaissance italienne. Donc le classicisme et la Renaissance italienne, mais également tout cet aspect baroque
de l'Opéra Garnier, parce que l'Opéra Garnier, c'est l'opulence stylistique, c'est la dorure, c'est le stuc, c'est les peintures, sont les sculptures en abondance. Vous voyez que la démarche de Charles Garnier, c'est de mettre l'architecture, la sculpture, la peinture au service de la danse et du chant qui se joue à l'intérieur de l'édifice. Qu'est-ce que c'est que l'Opéra Garnier? L'Opéra Garnier, c'est un monument qui cherche à incarner l'art total. Et pour le comprendre, il faut faire un petit peu de métaphysique de l'architecture. Platon, dans le Timée, écrit que le cosmos, l'univers, la création, répond d'abord des lois du rythme et de l'harmonie. Il y a en fait dans ce cosmos quelque chose qui répond à la base d'une métaphysique de la musique dont le démiurge, le créateur, est pour ainsi dire le chef d'orchestre. Et l'Opéra Garnier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un cosmos en miniature. Et celui qui est le véritable chef d'orchestre de l'Opéra Garnier, c'est l'architecte lui-même. C'est celui qui va faire converger tous les styles, toutes les époques, mais aussi tous les arts vers ce point central qui est l'art total. Voilà ce que c'est que l'Opéra Garnier. Et fort de ces exemples, eh bien, je peux en venir au Palais Longchamp pour essayer de vous expliquer l'unité de cet édifice qui est aussi un des plus célèbres du Second Empire. Je vais essayer de vous montrer qu'avec le Palais Longchamp, Espérandieu crée une superposition entre le symbole de l'eau et le symbole du savoir. Comme je le disais tout à l'heure, ce Palais Longchamp est déroutant puisque c'est en même temps un double musée, donc Muséum d'histoire naturelle et Musée des Beaux-Arts dans les ailes, et en même temps un château d'eau. Donc il y a une double généalogie dans cet édifice. Il y a la généalogie de l'histoire des musées français, et puis il y a la généalogie du canal de Marseille. Et c'est par elle que je vais commencer parce que c'est la première, c'est celle qui est antérieure. C'est-à-dire qu'avant tout, le Palais Longchamp, c'est un monument à la gloire de la Durance, à la gloire de l'eau qui arrive à Marseille. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire du canal de Marseille. Marseille est une ville de Provence qui connaît la sécheresse depuis toujours dans son histoire. Seulement dans les années 1830, ça devient plus problématique. Pour quelle raison? Parce que la population augmente. Dans les années 1780, Marseille, c'est à peu près 100 000 habitants. Dans les années 1830, on est déjà à peu près à 130 000, donc une augmentation déjà très considérable de la population. Et c'est également un développement de l'industrie à Marseille. Dans les années 1830, il y a plusieurs années de sécheresse et il y a une année particulièrement chaude, c'est l'année 1834 avec un mois de juillet terrible, puisque les Marseillais qui usuellement peuvent compter sur 75 litres d'eau par personne et par jour ne peuvent plus compter en juillet 1834 que sur 1 litre, si bien que la situation est critique, que toutes les fabriques sont à l'arrêt à Marseille, que la vie des gens est même directement menacée. Il y a de gros problèmes d'hygiène qui se développent et à l'automne 1834, et ce jusqu'à l'hiver, il y a une succession d'épidémies de choléra qui sont absolument meurtrières. Et c'est l'élément déclencheur qui va conduire à mettre en pratique un vieux projet, un projet qui existait déjà au XVIIIe siècle, qui est de raccorder le canal de la Durance, 80 km au nord de Marseille, avec la cité phocéenne. Et c'est Maximin Consolat, le maire de l'époque, que vous pouvez voir ici en buste, c'est une photo qui vient du Palais Longchamp justement, qui décide de lancer ce projet. Et il le confie à un jeune ingénieur qui s'appelle Franz Mayer de Montrichet, que vous pouvez également voir ici en photo, qui va construire ce canal de Marseille entre 1839 et 1854. Et c'est un projet titanesque, le canal de Provence, que vous voyez ici sur un tracé de 1832, parce qu'il s'agit de creuser cet ouvrage sur 84 km sur un terrain vallonné dans une pierre très dure. Et ce canal de Marseille, ça n'est pas moins de 18 ponts aqueducs, dont vous voyez ici peut-être le plus célèbre, l'aqueduc de Roquefavour, et à peu près 80 tunnels. Donc un projet qui est absolument considérable. Vous voyez ici le dernier tronçon du canal de Marseille dans les années 1830. Donc un travail titanesque et un travail qui est relayé très largement dans la presse marseillaise. On en parle énormément. Cette construction du canal de Marseille est racontée de manière héroïque. C'est-à-dire que Montrichet, l'ingénieur, est présenté qu'une espèce de Napoléon moderne, un Napoléon du progrès. Et l'eau de la Durance, dans ce pays de sécheresse qu'est Marseille, est attendue de manière presque religieuse. On attend vraiment l'eau avec la plus grande impatience, on en parle tout le temps et c'est relayé par la presse. Dès les années 1840, on prévoit de construire sur le plateau de Longchamp un monument pour glorifier cette arrivée de l'eau, puisque l'eau du canal doit arriver sur le plateau de Longchamp. Vous voyez ici le premier projet des années 1840, c'est le projet d'Angeois. On voit déjà dans les années 1840 qu'on prévoit de construire un monument pour glorifier la Durance. Donc ça c'est la première généalogie, l'histoire du canal de Marseille.
La deuxième généalogie, c'est celle des musées, des deux musées, Muséum d'histoire naturelle et Musée des beaux-arts. Et pour comprendre cette généalogie des musées, il faut revenir à un bâtiment qui existe toujours à Marseille, qui est l'ancien couvent des Bernardines, qu'on connaît mieux aujourd'hui sous le nom de lycée Thiers, qui avait été saisi à l'occasion de la nationalisation des biens du clergé en 1792. Et puis il avait bien fallu en faire quelque chose de cet édifice de centre-ville après avoir expulsé les Bernardines. C'est une des grandes problématiques des révolutionnaires, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces édifices qui sont saisis dans un monde post-révolutionnaire ? Eh bien, on va faire à Marseille, comme on a fait dans beaucoup d'autres villes de France, on va centraliser dans un seul endroit, dans ce couvent des Bernardines, toutes les fonctions de la ville qui sont liées au savoir, à la connaissance. On va y centraliser un lycée, ce sera le lycée impérial à l'époque. On va y mettre également dans l'ancienne chapelle le musée des beaux-arts de la ville. On va également y mettre la bibliothèque municipale. Et puis on va y mettre une école libre de dessin. Si vous voulez, ce qui est intéressant ici, c'est que toutes ces fonctions sont traitées en commun. Pourquoi ? Bien parce qu'à la Révolution, quand on fait la saisie des biens du clergé et de la noblesse, on récupère d'un coup toutes sortes de bibliothèques et toutes sortes d'objets d'art. Ce qui fait que dans la logique des révolutionnaires, il faut administrer ces livres et ces objets d'art de manière commune. Et on le fait dans une dynamique qui est révolutionnaire, c'est-à-dire dans l'idée de transmettre tout ce savoir qui était jadis dans les mains du clergé et de la noblesse, de transmettre tout ce savoir au peuple. Ce qui fait que dès le début, le concept de musée, de bibliothèque et d'école d'art est pensé de manière conjointe par les révolutionnaires. Et c'est quelque chose qui vient directement de la pensée des Lumières. En 1765, les encyclopédistes publient un article intitulé « Louvre ». Vous savez que le Louvre, c'est le premier vrai musée français. Et les encyclopédistes nous disent ce que doit être le concept de musée. Eh bien, le musée, dans cette pensée des encyclopédistes, qui est une pensée qui consiste à tout rassembler, tout ce qui relève de la connaissance, on doit faire du musée un atelier de l'esprit humain qui regroupe tous les domaines du savoir. Et c'est dans cette dynamique que l'on va penser la bibliothèque et le musée, concept post-révolutionnaire, l'un avec l'autre, en lien avec le concept d'école pour la transmission du savoir au peuple. Et si on centralise ces fonctions dans des édifices comme des couvents dans les villes de France après la Révolution, quand on commence à moderniser le paysage urbain, eh bien on construit des édifices qui centralisent aussi toutes ces fonctions. C'est la raison pour laquelle on va avoir par exemple un musée-bibliothèque à Grenoble, ou encore un musée-bibliothèque au Havre, que vous pouvez voir ici, et qui disparaîtra sous les bombes anglaises en 1944. Et c'est également le cas à Marseille. C'est-à-dire que quand on est dans les années 1850, donc toutes ces fonctions de savoir sont toujours dans cet ancien couvent des Bernardines, le directeur du lycée souhaiterait tout de même récupérer un peu d'espace dans son lycée. En parallèle de ça, Marseille souhaiterait se doter de monuments de prestige, parce que la ville est beaucoup plus riche qu'avant, donc on voudrait construire de grands édifices. Et on pense à construire un édifice qui centraliserait toutes ces fonctions, qui serait à la fois musée, bibliothèque, école des beaux-arts. Ce projet, on le mène d'abord sur cette parcelle que vous voyez ici en bleu, qui est adjacente à l'ancien couvent des Bernardines, qui est disponible à l'époque. Mais il se trouve que cette parcelle est trop petite. Et on ne fera qu'y construire l'école des beaux-arts bibliothèque, qui s'appelle aujourd'hui le Palais Carly, et on sera obligé de séparer la fonction muséale en la mettant sur le plateau de Longchamp. Néanmoins, vous voyez qu'il y a bien un lien ici dans les fonctions de savoir entre le Palais Carly et le Palais Longchamp. Je vous disais tout à l'heure que la Major et la Bonne Mère étaient deux édifices frères. Le Palais Carly et le Palais Longchamp sont aussi deux édifices frères. Mais dans la logique urbanistique de l'époque, ce sont des bâtiments qui ont un point commun, c'est qu'ils sont liés au savoir, et ça n'est pas innocent si c'est le même architecte, Henri Espérandieu, qui va mener les deux projets de manière conjointe. Donc, deuxième généalogie, celle des musées français, et maintenant je vais faire converger ces deux généalogies vers ce Palais Longchamp. Dans ce pays de sécheresse qu'est la Provence, le Palais Longchamp, c'est un édifice qui va venir étancher en même temps la soif d'eau des Marseillais par ce château d'eau, et la soif de culture du peuple par les deux musées. Si bien que dans une logique architectonique, les deux ailes, construites en style 18e, donc le style de l'époque des Lumières, sont comme deux fontaines de savoir qui sont issues du château d'eau. Donc vous voyez qu'il y a ici une superposition symbolique de l'eau et du savoir, un raccord entre les ailes et le centre de l'édifice, et le point central qui rassemble les ailes et la partie centrale, eh bien c'est la statue de la Durance, qui glorifie en même temps, qui déifie l'eau du canal de Marseille et qui est en même temps la statue de la connaissance. J'en ai terminé, je vous remercie pour votre attention.